Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de Capitaine Critique. Comment vas-tu camarade ? Hola camarade, bah écoute, ça va très bien et toi ? Ah ça va, on est tranquille au moment où on enregistre ce podcast à la fraîche le matin pour parler d'un film d'animation japonais qui a popé sur la plateforme Netflix courant juin. Alors le titre français c'est Loin de moi, près de toi, ou en japonais, je prends ma respiration, Nakitai Watashi wa Nekono Kaboru, voilà. Pas mal, je me suis étonné moi-même. Réalisé par deux personnes, alors Junichi Sato et Tomataka Shibayama, voilà, décidément, et des studios Colorido qui ont sorti l'année dernière Le Mystère des Pingouins, tiens, qu'on avait vu au cinéma, hein, je crois. Voilà. Et à noter qu'un des studios en collaboration avec lequel ils ont travaillé, ouais. Une des personnes a notamment travaillé sur la série animée Sailor Moon. Ah oui, intéressant. Et donc, c'est une sorte on va dire, de romance fantastique, hein, ce film, pour adolescents. C'est un film pour adolescents, qui raconte l'histoire d'une amourette potentielle entre Muge, la jeune fille qui est très éprise d'un jeune garçon qui s'appelle Inode, mais qui ne s'intéresse pas trop à elle. Elle est un peu excentrique, hein, Muge, voilà. Ça... Voilà, donc c'est une sorte d'acronyme je sais plus ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. Miss ultra gênante et énigmatique. Voilà, Miss ultra gênante et énigmatique, et forcément, comme elle n'arrive pas à attirer le garçon qu'elle veut, elle perd un peu patience. Et il va se passer quelque chose d'incroyable. Un beau jour, elle va tomber sur un vendeur de masques de chat. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va acheter un masque et ce masque va lui permettre de se transformer en chat. Pourquoi ? Peut-être pour mieux séduire le garçon et apprendre ses secrets, etc. Oh là là ! Et voilà, bon ça c'est grosso modo la thématique principale, avec une tonalité très Makoto Shinkai, hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, celui qui a fait Your Name ou Les Enfants du Temps cette année. C'est un peu dans le même genre, on va dire dans la même ambiance poétique. Voilà, c'est très poétique, très, c'est doux et à la fois drôle un petit peu. Et alors, qu'en as-tu pensé de ce métrage assez singulier du coup ? Alors, je t'avoue que je n'en entendais pas grand-chose. Pour avoir vu il y a quelques temps les bandes annonces, j'étais un peu perplexe à l'idée. Le concept me faisait pas mal penser au film The Mask. Oui, ou le Royaume des Chats aussi, tiens. Et le Royaume des Chats. Oui. Il y a un petit mélange entre le Masque et le Royaume des Chats, surtout quand aussi que parmi les personnes qui ont travaillé sur ce film, le studio a aussi produit Le Mystère des Pingouins. Voilà, donc c'est ça, c'est la même. À un moment, il y a un truc fantastique qui sort de nulle part. C'est un peu comme que je n'avais pas spécialement aimé en plus à l'époque. Il me semble que toi, tu l'avais un peu plus apprécié que moi dans mes souvenirs. J'avais des réserves, mais quand même, oui, c'était pas mal. Ouais. Mais pourtant, ce film-là, je dois dire que je l'ai adoré. Ah, voilà un coup de cœur pour toi alors. C'est le petit coup de cœur de ce milieu d'année, de ce début d'été, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Il y a 2-3 petits points, je pense qu'on va y revenir, notamment en partie spoilers, qui m'ont fait un petit, surtout au début. En fait, si on se contentait des 10 premières minutes, j'avoue qu'au début, je vais pas dire que j'ai serré les fesses, mais j'ai fait, si vous partez là-dessus, ça risque de mal aller. Mais au fur et à mesure que l'histoire avançait, que les personnages se développaient, j'ai totalement adhéré. J'ai eu mes doses d'émotions quand il fallait au bon moment, j'ai totalement accroché au concept au final et à cette histoire, et je valide totalement ce film-là. Et toi ? Eh ben, c'est un vrai bon film d'animation japonais. Alors, attention, il est très balisé, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de surprise. On a à peu près tout ce qu'on attend d'avoir dans un film fantastico-romantique d'adolescent. C'est très très balisé. Makoto Shinkai est très très dans l'inspiration. J'ai pensé aussi de Garden of Words, son court-métrage. C'est un peu le même genre d'histoire. Avec même au niveau de la lumière et des décors, il y a quelque chose qui ressort. Mais alors, au-delà de la non-originalité du truc, parce que pour le coup, ça pousse même certains stéréotypes. Les chats dans la culture japonaise, on sait à quel point ils sont importants. On est très dans le folklore, mais ça marche. Donc comme ça fonctionne, c'est très bien écrit. Les personnages sont bien développés. On s'attache beaucoup à la jeune Muge là, qui avec de bonnes raisons, on va dire, qui explique le caractère excentrique de la personne. C'est ça, elle a des problèmes familiaux, grosso modo. C'est pas évident. Elle a du mal à être acceptée par les siens. Elle a du mal aussi à s'ouvrir au monde. On sent qu'elle est un petit peu misanthrope d'une certaine manière. Elle a qu'une seule amie proche
et elle est amoureuse du garçon, mais le reste, elle est un petit peu moquée aussi. On le sent là, le côté elle a grandi. On voit même un flashback au moment où elle se faisait railler par ses camarades. Donc évidemment là, dès qu'elle a quelque chose en vue, ce qui est pour elle assez original et c'est pas évident, elle le veut à tout prix. Et en face, on a ce garçon donc Hinode qui est présenté comme très mystérieux, un peu. Voilà, c'est beaucoup de personnages de garçons adolescents dans les animations japonaises sont comme ça aussi, un petit peu dans l'énigmatique quelque part. C'est ça qui se découvre par la suite et où on voit que c'est un peu profond avec le fils qui va apprendre l'atelier du grand-père. Ah oui. Et les traditions familiales, il y a beaucoup de thématiques qui reviennent, on va dire, dans les films d'animation japonais. Là, entre guillemets, pour une fois, on va dire comparé notamment au studio Ghibli, parce qu'il n'y a pas que le studio Ghibli qui fait des films d'animation. Oui. Il n'y a pas de thématique écologique. Non, pas trop. C'est vraiment plus dans le fantastique et dans la nostalgie des traditions. C'est vrai, c'est un beau mélange. Par exemple, le garçon aussi, il est doué pour faire la cuisine, donc il a les contre-clichés de tous les jeunes garçons potentiels japonais qu'on pourrait imaginer. Donc ça c'est intéressant. Et puis on découvre plus de lui à travers les yeux de Muge qui se transforme en chat. C'est ça qui est drôle parce qu'on découvre avec elle certains secrets ou certaines profondeurs. Et c'est très touchant quand ils se retrouvent ensemble comme ça. D'où le titre d'ailleurs. Loin de moi, près de toi, parce qu'il est loin d'elle, mais elle est près de lui sans qu'il le sache. Donc ça. Et c'est vrai que par contre, au début, on peut se dire que c'est un peu flippant le fait qu'elle stalk un peu la personne et l'espionne à son insu en tant que chat. Au début, j'avoue que je m'étais dit que si on se dit que la morale, c'est finalement tu peux espionner la personne tant que c'est pour l'aimer, ça va. Ouais. Bon après, elle a quand même sa part de rédemption et ses galères qui fait qu'elle accepte et qu'elle ne recommencera plus ce genre de choses-là et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc, ok, mais c'est vrai que au début, moi, en fait, paradoxalement, j'ai aussi pensé au film Parasite, dans le sens où, au tout début, les moments qui sont censés être les moments de joie pour l'héroïne, et du coup Parasite pour les personnages principaux, je n'arrivais pas à être en empathie avec, parce que pour moi, les circonstances qui faisaient qu'elle avait ces moments de joie n'étaient pas justifiées. Oui. Le fait d'espionner une personne ne justifie pas d'avoir le moment de joie à ce moment-là d'être auprès de lui. Et ce qui fait qu'au début, j'avais un peu peur sur mon appréciation de ce film. Oui, et puis bon, ça colle avec le côté excentrique de la fille aussi. Au début, on la voit, elle a une tradition le matin quand elle arrive, qu'elle voit elle fait l'attaque du lever de soleil. Elle se roule au sol, c'est n'importe quoi. C'est improbable, on se croirait dans un collège fou. Mais ça, tu vois, et ça, bon, je vais redire un petit peu ce que je dis quand on parle d'animation. Ça marche, on va dire. En animation, justement, le côté excentrique d'une personne, c'est vrai que dans la vraie vie, tu ne verrais jamais une personne dire bonjour en lui touchant les fesses avec tes fesses. Et le rapport avec le soleil, bon, on va dire que c'est parce que c'est le matin et du coup elle se lève pour lui dire bonjour, admettons. Mais ça, on va dire entre guillemets, ça peut avoir un petit côté mignon en animation, mais en live action, ça serait glauque. Oui, bon. Puis bon. Juste glauque. Il y a une thématique autour du soleil aussi, clairement. On développera ça en spoiler. Ça va avec. C'est pour ça que d'ailleurs c'est là où il est bien équilibré ce film, c'est qu'il mélange moments excentriques, drame et poésie en même temps. C'est plutôt bien mené. C'est une belle écriture japonaise, quoi. Ils aiment bien le cinéma asiatique dans le sens large. On va dire coréen, japonais, etc. aiment bien mélanger plusieurs thématiques, plusieurs sensations. Ils acceptent le côté part de mystère. Tout n'est pas forcément révélé. Là, dans d'autres films, on va dire plus occidentaux, voire américains, il faudrait absolument une explication de pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ci. Là, non, il n'y en a pas comme ça. Et ce n'est pas les propos. Les propos, c'est plus l'acceptation de la famille et des relations avec l'entourage que le côté fantastique qui, en soi, on aurait presque pu s'en passer. Ah mais oui. Au final. Mais c'est une allégorie, le côté fantastique, c'est parce qu'il y a le mystère qui est là, parce qu'il est dans les traditions et le folklore japonais, c'est très dans les croyances, mais du coup ça aide la personne à s'ouvrir et à se découvrir elle-même sur la terre, dans la personne qu'elle est. Ça. Tout comme le vendeur de masques, alors je ne sais pas si tu y as pensé aussi, moi il m'a fait penser à un personnage dans Princesse Mononoke, le marchand, le vieux marchand qui est un peu excentrique, mais à la fin qui se révèle être méchant aussi, mais qui est un peu ambigu et qui a un double
de jeu, qui n'hésite pas un peu à aider au début les héros, tout en étant joyeux et tout. C'est un petit peu ce genre de personnage-là que, à titre personnel, j'aime beaucoup, parce que justement, entre guillemets, le monde n'est pas noir et blanc. Ah oui, mais c'est un côté très Miyazaki. Il y a aussi, on peut penser au voyage de Chihiro pour le côté initiatique d'une personne qui va découvrir des trucs. Donc il y a des influences Miyazaki, des influences plus récentes de Makoto Shinkai. On est dans la tradition pure des films d'animation japonais qui parlent aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est typé ado quelque part, mais ça va bien plus. Ça touche un public bien plus large que ça, à mon avis. Et les plus jeunes, quelqu'un qui va avoir 10-12 ans, va largement apprécier ce film, il va aimer les chats, voilà. Moi, tu vois, pour le coup, alors je sais pas toi, mais pour moi, ce n'est pas parce qu'une personne, ce n'est pas parce que le héros ou l'héroïne principale d'un film a tel âge que c'est forcément le public qui le visait. Mais après, il y a les problématiques de l'adolescent, quand même, hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'avoue qu'à titre personnel, ayant, on va dire, voilà, là on va parler à titre partie émotion personnelle, ayant, on va dire, mes parents divorcés et connaissant un petit peu ce sentiment-là, j'avoue que j'ai une certaine connexion et facilité avec ce genre de personnage-là quand c'est bien écrit. Ah oui. Ça ne suffit pas pour en faire un bon personnage, mais quand tu sais ce genre de choses-là, tu comprends que certaines personnes puissent agir ainsi, là où dans d'autres familles ou dans d'autres circonstances, ça serait déjà un peu plus difficile à expliquer dans un film. C'est très intéressant ce que tu dis, je te rejoins là-dessus, parce que pareil, enfant de divorcé, on va vraiment dans le sens, on comprend un peu les problématiques. Quelqu'un qui va avoir une famille unie, va-t-il rentrer autant dans le film ? Je sais pas, ça veut rien dire, mais... Je ne sais pas non plus, voilà. Mais je pense qu'il aura quand même, on va dire, les explications. À défaut d'être d'accord avec l'héroïne, il aura les éléments pour la comprendre. C'est ça. Donc oui, tout est possible. Quiconque, quelle que soit la vie de famille, peut apprécier ce film. Qui va donc... Alors après, bon... Est-ce qu'on va ouvrir la zone spoiler d'ores et déjà, à ton avis? Alors, moi, on va dire que la seule chose que j'aimerais bien rajouter en parallèle, c'est que on n'a pas tant parlé que ça, mais l'animation est sublime. Ah oui. À ce niveau-là. Très belle couleur aussi, très belle couleur. Et je ne sais pas s'il aurait eu le même charme que si on avait dû le faire en 3D. Oui. Par exemple, il y a une petite polémique, on va dire, justement là-dessus, avec le prochain film des studios Ghibli, qui a priori sera en 3D aussi. Ouais, ça fait couler pas mal d'encre, oui. Attendons de voir le film. C'est vrai que la 3D a tendance à, je vais dire, c'est marrant, ça méritera un débat un jour, mais à en rendre les émotions peut-être un peu moins palpables. Je ne sais pas, c'est bizarre. La 3D a une volonté de plus réalisme. Mais oui, mais on est moins dans la poésie du coup. Ouais. C'est ça, comme là où la 2D justement se concentre sur les émotions pures et essentielles, justement avec les expressions du visage et le fait qu'on a plus de liberté pour imaginer le personnage et les décors pour se faire une histoire à notre sauce. Moi, c'est pour ça que j'aime la 2D, personnellement. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, je suis d'accord pour ouvrir la zone spoiler. S'il y a 2-3 petites choses qui... Ah oui, on n'a pas précisé aussi à quoi ressemblait le vendeur de masque. Ah bah c'est marrant parce que c'est une sorte de grand... Est-ce que ça on le garde pour la partie spoiler? On va le garder pour la zone spoiler, oui, comme ça. Mais c'est vrai que le vendeur de masque, il est assez amusant ce personnage, mais pas que. Donc attention... Intriguant, voilà. Attention, spoiler. Justement, on va renchérir sur le vendeur de masques, qui est une sorte de grand panda chat. Voilà, un homme chat. Moi, c'est comme ça. L'homme chat. De toute façon, il représente la transition entre ces humains qui veulent se transformer en chat, mais aussi des chats qui se transforment en humains. C'est ça. En un sens, il m'a aussi fait, alors très loin, mais il fait penser au personnage d'Ursula dans La Petite Sirène, avec le côté pacte du diable. Ah mais c'est ça, c'est le gars, c'est le purgatoire humain, c'est-à-dire voilà, il va offrir, ou même pas, c'est un peu l'associé du diable qui va tenter l'humain. Voilà, t'as l'humain, il est là. Rien au début. Bon, après, il fait ce qu'il peut pour avoir son dû, mais il n'a jamais forcé au début l'héroïne. Ah non. Il a quand même laissé une marge de liberté à ce niveau-là. Heureusement, j'allais dire qu'elle ne s'est pas contentée, elle n'a pas utilisé le pouvoir à de mauvais dessins, on va dire. Dans un film de comics, bon, je vais pas dire que ce pouvoir-là c'est super pourri, mais on aurait pu imaginer que le personnage se transforme en chat pour espionner les personnes et tout ce qui s'ensuit. Là, on va dire que elle le prend plutôt bien, le fait qu'il y ait un homme chat qui lui vende un masque et qui se transforme en chat.
Oui, mais bon, quand tu dis qu'il veut pas avoir, il l'influence un peu en disant oui, mais ta vie d'humaine, tu préfères pas être un chat tranquille, sans, il essaye de la tenter, quoi, tu vois, c'est la tentation. Plusieurs fois, mais au début, il laisse quand même, une certaine liberté. C'est vers la fin que, il en a marre et qu'il va récupérer son dû. Mais, il a quand même été assez sympa, comparé à d'autres personnages de ce genre, justement, c'est comme Ursula dans La Petite Sirène qui laisse le choix à Ariel de devenir humaine. Ouais, c'est ça, mais ça, t'as raison, c'est une relecture du pacte avec le diable, hein. Voilà, il lui donne la possibilité d'avoir l'apparence d'un chat, mais après, il veut sa part de, voilà. C'est un peu ça. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, après, c'est vrai qu'il disparaît un peu, le personnage, puis il revient à la fin, où il y a toute une histoire dans le royaume des chats, grosso modo, hein. À la fin, c'est presque ça. C'est totalement ça. En mieux fait, je trouve. Oui, c'est surtout mieux intégré, je pense, dans une histoire plus globale. Et alors, bon, la question, c'est dans les spoilers, bon, vous avez vu le film, est-ce qu'elle va arriver à séduire, donc, Inodé? Bah, la réponse est plus compliquée que ça, c'est un oui-non, c'est pas évident, bon. Alors, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu as pensé de la scène, mais au début, moi, il y a une scène qui m'a tiqué, surtout, sachant que c'est un film pour adolescents, le fait qu'elle saute littéralement du toit oui. Le message que ça envoie, je ne sais pas trop comment je sais que c'est pour montrer le côté excentrique du personnage, mais dans la mesure où ce n'est pas vraiment ok, on voit qu'elle est un peu blessée, mais surtout dans la mesure où on voit que c'est montré à la fin comme un événement glorifiant l'abnégation d'une femme pour l'homme qu'elle aime. Le message que ça peut envoyer à un jeune public, c'est une culture, c'est de la culture asiatique, hein, c'est pas le même prisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette scène est amusante sur le fait qu'elle se croit encore en chat, quoi. C'est ça, elle en oublie. Mais de fait, comme il n'y a pas de partie, on va dire, fantastique à ce moment-là, quel message un jeune public asiatique non aurait avec ce genre de scène? C'est vrai que c'est particulier, mais bon, c'est le côté un peu foufou du personnage. Mais c'est marrant parce que il y a presque un autre truc qui peut faire tiquer, c'est quand même de voir Inodé qui s'attache beaucoup donc au chat qu'elle est devenue. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même. Je vais pas dire que c'est presque un peu malsain de le voir jouer avec une chatte. Voilà, c'était le petit jeu de mots facile qu'il fallait faire. Mais désolé pour les âmes sensibles. Mais d'ailleurs, quand tu le vois s'amuser avec la chatte. Ouais, alors je n'ai pas de chat, mais nous ce qu'on m'a dit, il y en avait qui s'amusaient à mettre leur nez sur le ventre de leur chat. Donc ça se fait réellement. Oui, bon. Sur le moment, on voit la tête qu'elle fait hein, quand elle est transformée en chat, quand il fait ça, elle est contente hein, aussi. Non mais ça c'est sûr. Mais là où c'est censé être un moment mignon. Oui, c'est là où on voit qu'il y a une lecture un peu adulte, coquine, indirecte, clin d'œil. C'est peut-être parce que j'ai perdu mon innocence depuis très longtemps. Forcément, un jeune enfant, il va regarder cette scène, il va pas y penser quoi. Mais il va plus voir le côté innocent de la chose, justement, de l'homme qui aime profondément, de manière allégorique, attention, et platonique, un animal qui lui apporte justement le réconfort et lui rappelle le chien qu'il a perdu. C'est beau ça. C'est la sensibilité, un garçon très sensible, hein, le héros principal, là pour le coup. Et puis qui n'hésite pas pourtant à rejeter l'autre personne. Parce que lui aussi, pendant tout le film, il a un masque, hein, mais il a son propre masque. Pas mal. C'est un film sur le masque, hein, c'est l'apparence, ce qu'on est à l'intérieur, et plus on avance dans le film, plus les personnages révèlent ce qu'ils sont vraiment. Et Inodé, du coup, il révèle, il se rend compte qu'il tient à cette fille, et quand elle est plus là parce qu'elle est trop en chat, d'ailleurs à un moment elle est remplacée par une fausse personnalité d'elle en humain, c'est un chat qui s'est transformé en elle, en gros. C'est ça, c'est, on va dire, à chaque fois la dualité. L'humain qui veut se transformer en chat et le chat qui veut se transformer en humain, justement pour changer de vie, et les deux personnages veulent finalement retrouver leur vie d'avant parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas ce qu'ils recherchent dans la condition de l'autre. Alors là, on peut aussi, pareil, se demander, on va dire, que ça peut être plus ou moins mal interprété, c'est de dire que finalement, accepte ce que la nature te donne, mais du coup,
pour les gens qui voudraient changer les choses, c'est accepte ce que tu es, ne pose pas trop de questions. Alors, c'est pas tout à fait ça, selon moi. À mon avis, c'est surtout accepte l'idée d'être humain, d'avoir l'existence que tu as, mais tout en te donnant la possibilité d'évoluer et de t'ouvrir, parce qu'ils évoluent, les personnages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humains qui ont laissé tomber leur vie d'humain pour devenir des chats. On le voit à la fin. Il y en a une qui dit « Ah, j'étais mère, mais j'ai pas gardé cette responsabilité, du coup, je me suis transformé en chat. » Mais le message, il est là, c'est que faites le mieux que vous pouvez avec votre existence. C'est pas à l'accepter en tant que tel, mais aussi lui donner la possibilité d'évoluer. Ce que fait d'ailleurs Muguet dans le film. Elle évolue. Et à la fin, c'est drôle, c'est Hinode essaye de se transformer en chat pour la retrouver, mais ça ne marche pas parce qu'elle veut tellement redevenir humaine que la transformation se fait pas. C'est une belle allégorie de l'amour naissant entre les deux personnages, du coup, je trouve. Mais du coup, tu vois, justement, j'aurais bien aimé par exemple, justement, qu'on développe un peu plus l'autre chat qui prend son visage. Oui. Justement, qui change un peu trop rapidement d'avis. C'est un peu dommage, c'est l'un des défauts du film, c'est que, à un moment, avec pas mal de petits personnages à droite à gauche qui apparaissent, on en oublie vraiment des enjeux sur eux. On reste centré sur les deux principaux, quoi. Même la meilleure amie de Muguet, bon, elle est là, mais, ouais. Et on sent qu'il fallait la caser parce que bon, oui. Voilà, il faut la caser quelque part. Et de même, le vendeur de masques, au final, n'a rien appris non plus. Non, bah, il est là parce qu'il veut faire son petit deal, mais à la fin... Et au final, il continuera par la suite. Oui, puis bon, à la fin, il se transforme en caricature un petit peu du méchant ultime, hein. Et voilà, avec la bulle d'âme, là, qui sort. Enfin bon, c'est presque... C'était très beau, d'ailleurs. C'est très beau. C'est vrai que c'est un personnage qui, du coup, à la fin, n'a peut-être pas la promesse qu'il aurait pu avoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais bon. C'est ça, en fait, lui, il sert plus de faire valoir, notamment, il sert plus de moyen de rédemption. Les autres humains qui ont accepté le pacte, mais justement qui, au final, cherchent un moyen eux-mêmes de rédemption, en sachant qu'ils ne pourront jamais redevenir les humains, mais du coup, aideront les gens à s'en sortir. Je vais pas dire que c'est presque une métaphore de la drogue, en instance, à ce niveau-là. D'une certaine addiction, oui. Mais voilà, on va dire à quoi servait ce personnage-là. Juste dommage que il n'ait pas réellement d'évolution. Il n'évolue pas en fait. Bah, en soi, il peut pas vraiment évoluer. C'est une sorte d'esprit maléfique. Hein. C'est pour ça. Donc, mais bon, c'est quand même. Mais c'est un détail. C'est un détail. Là, c'est un petit peu. C'est marrant parce que finalement, sur ce film, je vais reprocher un peu la même chose que j'avais reproché au Mystère des Pingouins. Hein, quoi. On voit que ces studios-là, ils ont envie de mettre du fantastique, etc. dans la réalité humaine, ce qui est très oui. Désolé de couper, en fait, à la différence du Mystère des Pingouins, moi je préfère ce film parce que pour le coup je trouve que le côté mystérieux est plus assumé et justement ils acceptent ceci et se concentrent plus sur le développement des deux personnages principaux. Là où le Mystère des Pingouins, le dosage mélange viriel fantastique n'est pas assez bien dosé à mes yeux. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, du coup on va refermer, je crois, hein, la zone spoiler, et on revient avec ceux qui n'ont pas encore découvert le film pour donner notre conclusion et notre avis, notre note peut-être sur ce métrage. Alors, mon cher capitaine, qu'est-ce que tu vas mettre comme note? Je pense que je lui mettrai au moins un bon 8 sur 10. D'accord, oui, quand même. Donc... Parce que malgré les défauts qu'on a cités durant la critique, j'ai eu assez... moi, c'est vrai que ma note varie souvent en fonction des émotions que j'ai dans ce film. Oui. Et la note peut légèrement changer en fonction de réels points, on va dire, critiquables dessus, qui fait que malgré les petits défauts du film, je lui mettrai un 8 sur 10 minimum. Ouais. Bah écoute, j'étais prêt à monter très haut aussi, mais il y a un moment où je me dis, il manque quelque chose dans ce film. Enfin, il manque quelque chose. C'est très dans le, on va dire, c'est une autoroute ce film. En fait, il fonctionne exactement comme on va imaginer qu'un film japonais du genre va fonctionner. J'adore ça. Mais à un moment, à voir un métrage qui va avoir l'influence Miyazaki, même maintenant Makoto Shinkai qui lui-même était un peu influencé par Miyazaki. Je suis pas en train de dire qu'on tourne en rond, mais c'est des stéréotypes. Après, ça fonctionne. C'est un vrai beau métrage auquel j'attribue un très bon 7 sur 10. Je suis pas allé à 8. Il manque un tout petit truc. Peut-être un deuxième visionnage. Tu vois, peut-être. Mais après, c'est quand même super bien fait. Les chats, bon, voilà, Royaume des chats. Vous allez penser à plein de films en regardant ce métrage. Un petit mélange, un petit melting pot japonais, on va dire ça. Voilà, c'est peut-être le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il rend hommage à beaucoup de choses, un très beau melting pot et tout, mais à un moment,
Bon, on a des personnages qui sont très stéréotypés au final, même si Muguet quand même est très intéressante. Moi, c'est pour ça que par exemple, je préfère encore pour l'instant Les Enfants du Temps en termes de film d'animation de cette année, parce qu'il a ce petit truc en plus. C'est vrai. Que je pense que le film d'aujourd'hui n'a pas. Bah là, on est vraiment dans l'adolescence romantique, donc quand vous avez vu une dizaine de films de ce genre, vous n'allez pas être surpris. Maintenant, si vous aimez ça, et c'est mon cas aussi, bah vous allez vraiment apprécier, passer un très bon moment. Mais il manque un petit truc. Après, peut-être que l'avoir vu sur Netflix au lieu de l'avoir vu au cinéma, est-ce que ça change les choses? Pas forcément, mais bon, évidemment, ce film aurait dû sortir. Il aurait dû sortir en salle, mais avec le Covid, ils l'ont mis sur Netflix. C'est ça, j'aurais bien aimé l'avoir vu au cinéma, et si jamais, avec les réouvertures prochaines des salles, ils le sortent au cinéma, je peux t'assurer que j'irai le voir quoi qu'il arrive. Voilà, maintenant qu'il est sorti sur Netflix France, malheureusement, avec la chronologie des médias, je pense pas qu'il sorte au cinéma. On ne sait jamais. Oh ouais, on sait jamais. Et toi, optimiste, on ne sait jamais ce qui peut arriver à ce niveau-là. En tout cas, voilà, on est conquis quand même, franchement. Et puis, mais quoi qu'il en soit, oui. Là, c'est un beau duo de réalisation, c'est rare d'ailleurs, duo de réalisation dans les films d'animation, c'est assez rare au Japon. Donc merci à Junichi Sato et Tomotaka Shibayama, voilà. C'est ça, merci à eux. Et merci aussi à celle qui a écrit le scénario qui est mentionné, qui est pas mentionné là, mais c'est donc Mari Okada, qui est une dame, donc qui écrit pas mal de scénarios de séries, de mangas et de films d'animation, voilà. Et globalement, merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film. Exactement, voilà, donc ça fait du bien. Merci aussi à Netflix du coup de nous l'avoir proposé. Et il nous reste plus qu'à faire le mot de la fin habituel, le fameux à la prochaine. Allez voir ce film sur Netflix. Ciao.